actions et bonnes pratiques agricoles. Nous avons vu dans grand 1 les actions sur le facteur climatique et nous avons vu les cultures en serre, les brise-vents, lutte contre les gelées et la placiculture en dernier. Dans cette séance, on va voir l'action sur le milieu édaphique. On va commencer par le travail du sol, la maîtrise de l'eau et l'état organique du sol. Tout d'abord, on va voir qu'est-ce que l'intérêt du travail du sol peut ajouter à l'agriculture ou bien à la production végétale. Alors, les modifications par le travail du sol visent à créer des conditions qui soient le plus longtemps possible favorables au développement et à la croissance des cultures. Les apports pratiqués sont de différentes natures, soit comme des fertilisants organiques ou minéraux, les amendements, c'est-à-dire les apports de la matière organique, que ce soit dégradé ou en cours de dégradation, et aussi, un facteur très important, c'est l'apport en eau. Ces apports-là sont destinés à augmenter le stock existant, que ce soit des éléments organiques, les éléments minéraux, l'humus, l'eau, les apports en éléments vivants, d'accord, la microfaune, microflore, et aussi à compenser les pertes utilisées par les cultures et maintenir un niveau favorable au développement et à la croissance de ces cultures. On commencera tout d'abord par, petit 1, le travail du sol. Le grand travail du sol, c'est le labour. Les modifications par le travail du sol, il consiste à créer des conditions qui soient le plus longtemps possible favorables au développement et à la croissance des cultures. Après une culture, il faut souvent recréer une structure avant d'implanter la suivante. Vous voyez ici qu'il y a des restes de la culture précédente, mais aussi il y a ce qu'on appelle des plantes adventices. Les plantes adventices, ce sont les plantes mycicoles, par exemple, qui poussent avec la culture précédente et qui restent après récolte. On doit l'éliminer pour bien faire germer ou bien planter la culture qu'on va semer pour la saison suivante. Donc, le labour, il est reconnu comme l'ancienne pratique du travail du sol. Durant les 40 dernières années, la manière d'envisager le travail du sol a évolué dans deux circonstances en sont l'origine. Premièrement, la nécessité d'accroître la productivité du travail en réduisant la main-d'œuvre, c'est-à-dire les salariés, et en simplifiant les assolements et en réduisant les charges. Donc, il consistait aussi à la disponibilité de gros moyens de traction, chose qui n'était pas auparavant. Les types d'outils disponibles sont maintenant nombreux, variés et de plus en plus complexes. Nous avons parmi ces outils-là une sous-soleuse. Le travail effectué avec cet outil-là, c'est le fait de faire un labour mais très profond. Ça veut dire qu'il va jusqu'à l'horizon, vous avez vu les horizons du sol, jusqu'à l'horizon de la roche-mère, sous le sol même. Lorsqu'on a une récolte, on va utiliser des tracteurs, etc. On aura besoin de décompacter le sol qu'on a compacté sous les roues des machines de collecte, etc. Alors on doit faire une décompaction avec cet outil-là qui est le décompacteur. Le fait de biner le sol avec cette machine qui s'appelle une bineuse. Vous voyez ici qu'il y a un enlèvement des... On passe à la bineuse. C'est l'outil utilisé pour enlever les plantes mycicoles, c'est-à-dire les mauvais arbres, qui se trouvent entre les lignes de notre culture. Ici, vous avez des lignes de maïs. Je continue. On a aussi les charrues à disque. Ils sont utilisés pour faire le labour, mais seulement superficiel, au contraire de la sous-soleuse. Et on finit par des herses. Alors, les herses, ils préparent le sol pour la plantation, pour le semis. Comme ça, on va aérer le sol, qu'il y a implantation de la graine, surtout dans les grandes cultures. Dans ce cas-là, je vous ai mis un aperçu de
du cours, c'est un module qui est le machinisme agricole. Vous le trouverez ici. Voilà. Continuons dans le travail du sol. On va maintenant voir les principaux objectifs assignés au travail du sol. Premièrement, c'est la création ou le maintien d'un état structural favorable à la germination des semences, à l'installation et au fonctionnement du système radiculaire des espèces cultivées. Alors, vous voyez dans cette figure à droite qu'il y a plusieurs horizons du sol. Vous voyez ici les différents horizons. L'horizon humique, c'est le plus important, l'horizon de lavage et l'arrosement. Si on utilise une charrue de labour, elle va nous donner un travail du sol qui est presque de 20 cm. Ça équivaut à une compaction utilisée lorsqu'on utilise un tracteur de 5 tonnes. Lorsqu'on utilise un wagon à grains, alors la compaction arrive même à dépasser les horizons du sol. Alors on doit faire un travail de sous-sol avec la sous-soleuse qu'on a vue première. L'enfouissement, d'accord, des résidus culturaux, ça le permet aussi le travail du sol. L'incorporation des amendements, des engrais minéraux ou organiques et de certains pesticides aussi. Alors tout ça nous permet le travail du sol. La destruction de la végétation adventice et des repousses culturaux. Alors vous voyez que dans le labour, d'accord, vous voyez qu'il y a ici des pousses, que ce soit de l'ancienne culture ou des adventices, c'est-à-dire des mauvais arbres. Lorsque la charrue passe, la charrue contient de lame. Alors la lame profonde va faire tourner tout le bloc. Tout ce bloc-là va le faire tourner dans le fond de l'arrêt. D'accord? Et aussi, vous voyez que les adventices et les repousses qui se trouvent en surface se trouvent vers le bas, enfouis à l'intérieur de la lame du labour. Dans ce cas-là, ces cultures-là vont mourir, vont se dessécher et ainsi détruire ces végétaux adventices. Alors aussi, il y a finalement l'amélioration du stockage et de la circulation de l'eau et de l'air et de la chaleur. On va voir l'irrigation, c'est-à-dire la maîtrise de l'eau. On doit maîtriser plutôt l'eau consommée par les plantes. Alors les plantes, ce sont des gaspilleuses d'eau. Vous avez ici la structure des stomates, d'accord? Alors les stomates, c'est la porte par où sort l'eau sous forme de vapeur d'eau. Vous savez que l'eau pour les plantes, ça les traverse tout simplement. Ils vont utiliser une quantité minime, mais puisqu'il y a une demande atmosphérique en eau, alors l'eau fait que traverser la plante pour amener avec lui les éléments minéraux, avec la sève brute. L'eau est le premier facteur de la production végétale et la première cause de variabilité annuelle des rendements. Et aussi, c'est le facteur le plus important de stress que vous trouvez ici. Ces cultures de maïs sont stressées par des pénuries d'eau. L'action de l'eau s'exerce sur les productions de deux façons. La première, en assurant les besoins hydriques des végétaux. Et la deuxième, c'est en créant des conditions plus ou moins favorables aux végétaux et à la réalisation des travaux du sol. Alors, sous l'effet de la demande atmosphérique en eau, une culture évapotranspire. Pour compenser les pertes d'eau, les plantes utilisent l'eau du sol et des pluies reçues au cours de la végétation. L'ensemble constitue la disponibilité hydrique ou bien les disponibilités hydriques, les différentes formes d'eau qui se trouvent soit à l'extérieur ou à l'intérieur du sol. Du point de vue mode et technique d'irrigation, comment on peut irriguer? Quelles sont les techniques pour l'irrigation? L'action adoptée de l'eau en vue de compléter les disponibilités hydriques du sol, on va voir que l'irrigation est pratiquée depuis longtemps avec différentes techniques parfois assez rudimentaires et de façon assez empirique. Alors, il existe 3 modes ou systèmes d'irrigation dont différents procédés ou techniques de distribution sont mis en œuvre. On va commencer premièrement par le premier système qui est l'irrigation gravitaire, c'est-à-dire l'irrigation de surface. Nous avons tout simplement
une irrigation avec, lorsqu'on dit une irrigation gravitaire, on a un réseau. Premièrement, il y a ce type d'irrigation à la raie, l'irrigation à la planche et l'irrigation par bassin. Donc, les réseaux gravitaires, l'eau est apportée par ruissellement. Il y a submersion ou infiltration de cette eau. Pour que l'eau parvienne à l'extrémité de la parcelle, le débit doit être supérieur à la perméabilité du sol. C'est-à-dire qu'on doit verser tout simplement l'eau, que ce soit avec des canaux mis en aval des raies, et puis on va ouvrir des portes pour chaque raie, d'accord, ou que ce soit une submersion de toute la parcelle occupée ou bien plantée par notre culture. Le deuxième système d'irrigation, c'est l'irrigation par aspersion. L'irrigation sous pression. L'eau parvient aux cultures d'une façon qui imite celle de la pluie, grâce à divers appareils alimentés sous pression. Vous avez ici des tubes en PVC, en polyéthylène, dont la pression arrive jusqu'à 16 bars. Et vous avez des arroseurs qui sont plantés avec une distance régulière selon la culture. Et on va de façon à obtenir la répartition la plus homogène possible de la pluviométrie, chose qui n'est pas aussi contrôlée par le système d'irrigation gravitaire qu'on a vu précédemment. Alors, il existe deux grandes catégories d'arrosage par aspersion en fonction du matériel utilisé. Nous avons premièrement l'aspersion simple ici, par des rampes. Nous avons chaque rampe est perforée avec des asperceurs ou bien des sprinklers. Et vous avez l'aspersion en utilisant des machines à irriguer, comme le cas ici d'une rampe frontale, ou bien en pivot. Si nous avons des cultures réalisées avec un labour circulaire, on a aussi un pivot qui va nous donner une forme circulaire de notre parcelle cultivée. Voilà ici le pivot. Il y a aussi les asperceurs ici plantés dans ce long bras. Et ici, il y a des roues pour que un rotor puisse tourner. Dernièrement, l'irrigation localisée, dite aussi micro-irrigation ou l'irrigation goutte à goutte. Un apport d'eau arrive au voisinage de la plante, au niveau de ses racines ou bien du sol voisinant, qui crée un bulbe humide qui comprend différentes zones. Vous avez ici, selon les différents types de sols, il y a cette création de bulbes humides sous les goutteurs. Voilà notre tube, les goutteurs. Et nous avons ici la goutte qui diffuse dans le sol sableux. Il y a une diffusion en eau en profondeur. Par contre, dans un sol argileux, il y a une diffusion latérale de l'eau. Alors, vous avez deux zones ici. La zone saturée, qui est en bleu foncé, à proximité du goutteur. Et il y a une frange non saturée, qui est en bleu ciel, d'accord, où l'humidité décroît en fonction de la distance par rapport au goutteur. Alors, l'épaisseur de cette dernière dépend de la nature du sol, du débit du goutteur, de l'humidité du sol lors des premiers arrosages et de la fréquence, bien sûr, des apports. Voilà. Alors, l'efficience théorique de l'eau est excellente, mais dans la pratique, l'efficience, l'eau qui peut parvenir directement à la plante arrive jusqu'à 95%. Alors, c'est la manière la plus efficace d'irriguer. Donc, nous avons dit que l'irrigation localisée ou bien l'irrigation goutte à goutte est une irrigation qui exige des calculs hydriques précis et une installation très méticuleuse sur le terrain. C'est un travail d'ingénieur, de spécialiste. Vous avez un schéma ici d'une installation d'irrigation localisée. Nous avons, avant la station d'irrigation, nous avons une station de contrôle, des pompes qui vont acheminer l'eau, premièrement. La station de contrôle contient plusieurs sondes de détection de niveau d'eau, niveau de pression, pH d'eau, etc. Il y a bien sûr des filtres pour filtrer plus ou moins selon les types de filtres et les types d'eau utilisés. Il y a
des régulateurs de pression pour pousser l'eau. Il y a des conduits système. La conduite principale qui va distribuer l'eau dans des conduits superficiels ou bien des conduites secondaires. Il y a des rampes latérales qui s'acheminent par des goutteurs, des petits tubes en polyéthylène très fin qui sont perforés pour faire de la goutte à goutte ou bien de la micro-irrigation, que ce soit enfoui de la surface du sol. Il y a avec ce système de micro-irrigation ce qu'on appelle la fertigation. Alors, c'est quoi la fertigation? C'est que l'eau est enrichie en éléments fertilisants. Il y a en amont, dans la station de pompage, une station de fertigation. C'est-à-dire, il y a des bassins ou bien des réservoirs qui contiennent tel ou tel fertilisant, que ce soit azoté, phosphaté, d'autres fertilisants utilisés adaptés à chaque culture. La technique réunit les avantages de la micro-irrigation et permet une correction facile des carences. Alors, du point de vue origine d'eau d'irrigation, les eaux utilisées pour l'irrigation ou bien la fertigation sont superficielles des eaux courantes ou bien des réservoirs. On peut utiliser aussi les eaux souterraines après filtration et voire même des eaux résiduaires. Dans la maîtrise d'eau, un aperçu sur les techniques d'irrigation dans 3 vidéos. Alors vous avez la première vidéo est en bas, d'accord, pour le type d'irrigation gravitaire. Deuxième vidéo, d'accord, l'irrigation par aspersion. Et la troisième vidéo qui est la micro-irrigation. Alors la dernière partie, ce sera l'état organique du sol. Ça va répondre à la question comment on va augmenter la fertilisation du sol. Alors dans cette partie, on va pas traiter les amendements ou bien les fertilisants chimiques parce qu'il y a des normes à ça, d'accord. On va voir quelles sont les techniques présentées dans ce document-là. Des méthodes permettent d'améliorer la fertilité du sol sans engrais chimiques. Toutes ces techniques sont peu coûteuses et ne nécessitent pas ou peu d'investissement. Un sol cultivé, vous devez savoir qu'il reste à l'intérieur de ce sol 1 à 3% de matière organique en poissons. Alors, l'apport de la matière organique a constitué le seul moyen de préserver et de restaurer les capacités nutritives du sol. L'introduction dans les anciennes pratiques, l'introduction des cultures fourragères, ça a été pour la production du fumier. Et le fumier, avec bien sûr les techniques de production animale, va nous donner des amendements de la matière organique, qui va nous donner aussi un renouvellement de la matière organique. Alors, lors des systèmes de culture, on intervient aussi avec des successions culturelles étaient utilisées pour assurer le recyclage des éléments minéraux. C'est-à-dire, on va utiliser des plantes fixatrices, par exemple, d'azote, ou bien des plantes qui concentrent aussi d'autres éléments minéraux, du magnésium, aussi du phosphore, etc. Et on va l'utiliser par la suite comme engrais. Donc, l'alimentation minérale des cultures reposait uniquement sur les apports organiques, plus les apports d'origine animale, comme le fumier. Donc, l'influence des techniques modernes sur la matière organique du sol. Pourquoi il y a cet épuisement des sols? L'agriculture d'aujourd'hui se singularise, c'est-à-dire il y a une spécialisation des systèmes de production. Il n'y a pas un système d'élevage associé à la culture. Ainsi, une baisse de teneur en matière organique et aussi en matière minérale des sols. Par l'effet de l'approfondissement des labours, il cause l'abaissement de la teneur en matière organique des sols, diluée dans une masse de terre plus importante. Il y a aussi l'augmentation des fumeurs minérales, surtout azotées. C'est quoi des fumeurs? Alors, c'est une répercussion sur l'équilibre humique. Il y a un déséquilibre dans la consistance en matière humique à l'intérieur du sol. En effet, l'augmentation de rendement s'accompagne d'un accroissement des restitutions organiques sans proportionnalité. C'est-à-dire, nous avons une plante déformée. Alors, la plante est constituée d'une partie souterraine, les racines, et les organes qui vont avec, les bulbes, d'accord, les stolons par exemple,
mais aussi une partie aérienne. La partie aérienne dans cette culture intensive est très disproportionnée, c'est-à-dire la partie aérienne, c'est la plus importante, va nous donner une partie très grande par rapport à celle qui se trouve enfouie sous terre. Alors cette disproportionnalité va causer aussi des problèmes au niveau de la plante, mais aussi au niveau des sols. L'amélioration aussi des plantes, il y a introduction de nouvelles variétés qui épuisent le sol, ont aussi des conséquences sur la qualité de matière organique disponible. Voilà, les produits organiques et leur utilisation. Comment on peut subvenir et corriger ces différents défauts issus de la culture intensive. Nous avons les produits organiques, source d'éléments nutritifs et d'humus, qui va se transformer par la suite avec la microfaune et la microflore du sol en matière minérale. Alors, sont très nombreux et d'origine diverse. Leur composition est très variée. On va voir qu'il y a 3 types de produits organiques. Premièrement, on va commencer par les produits non transformés. Ils comprennent les résidus culturaux, c'est-à-dire les pailles, les chaumes, les cannes, les racines, les feuilles, vont être mélangés avec le nouveau sol. Il y a aussi les engrais verts qui sont laissés sur le sol par une culture après récolte. Alors la première, l'utilisation de la paille produit une augmentation des propriétés physiques du sol, une meilleure aération, une faible compaction, etc., etc. Les engrais verts ont plusieurs avantages. Parmi eux, l'augmentation des propriétés chimiques, accentuation de fissuration, comme ça l'air, l'infiltration de l'eau, etc. est meilleure. Il y a une protection de la structure superficielle du sol, c'est-à-dire il y a la litière et l'horizon humide qui sont intacts, etc. Pour le deuxième type de matière organique, les produits déjà en cours d'évolution lors de l'incorporation du sol. Vous avez ici, comme cas de figure, les fumiers et aussi les boues industrielles. Alors, il s'agit de produits organiques qui sont en cours de formation ou déjà fermentés. D'accord? Ils proviennent soit de l'exploitation agricole, les fumiers, des purins, des lisiers aussi. Deuxième point, c'est que ça soit origine externe, c'est-à-dire des gâteaux urbains, des boues, d'accord, de stations d'épuration, ou des sous-produits de certaines industries, surtout les industries agroalimentaires. Alors finalement, l'intérêt des produits organiques est d'engendrer dans la production de l'humus et la participation dans l'action de la minéralisation. On continue avec le dernier type de matière organique. Vous avez de la matière organique issue de la transformation des produits organiques. Premièrement, le compostage. Les différentes étapes pour la réalisation d'un compost. Le compostage est une technique qui consiste à faire fermenter tous les déchets organiques disponibles et difficilement utilisables en leur état initial. Pour le deuxième cas de figure, nous avons le lombricompostage, des vers de terre, mais qui sont améliorés. Il y a une sélection de ces animaux, d'accord, de ces annélides, qui vont produire un type de compost avec une fertilisation très très importante. Vous avez, les vers sont élevés sur différentes matières organiques en décomposition, des ordures ménagères, des boues de stations d'épuration, des lisières, etc. Le lombricompost est constitué de déchets non transformés, de vers de terre, des lombrics, et leurs excréments.